Je vais donc d'abord donner la parole à Antoine pour qu'il résume ce que nous avons entendu des quelques 70 dirigeants d'entreprises européennes que nous avons consultés sur l'avenir de l'Europe. Tous nos interlocuteurs nous ont dit, mais nous partons tout de même avec un certain nombre de handicaps. Notre croissance a été beaucoup plus faible que celle des États-Unis au cours des 10 ou 15 dernières années. Notre productivité est inférieure à peu près d'un tiers par rapport à la productivité américaine. Nos interlocuteurs nous disent aussi, mais l'Europe, elle a beaucoup d'atouts. Les 500 plus grandes entreprises mondiales en valeur, il y en a quasiment autant d'européennes que d'américaines. Mais il y a des défis qui se renforcent, et face à un certain nombre de ces défis, finalement, l'Europe n'a pas toujours bien engagé ses meilleurs moyens. Ça, c'est leur diagnostic. Alors après, ce qu'ils nous disent, quand nous les interrogeons, c'est au fond trois types de propositions. Il y a d'abord des propositions qui tournent autour de l'intérêt qu'il y aurait à relancer des politiques européennes volontaristes en matière d'éducation et d'innovation, en matière de politique industrielle ciblée, en matière d'infrastructure et en matière d'énergie et d'environnement. Ensuite, il y a un ensemble d'autres propositions qui ont trait à la simplification de la vie de l'entreprise. Il y a beaucoup de sujets autour de l'achèvement du marché intérieur. Il y a évidemment beaucoup de sujets autour de la disparité fiscale et sociale qui est créatrice de complexité et de compétition. Et un dernier type de proposition a trait, je pense que le débat sera l'occasion d'illustrer ce point, une nécessité absolue de rénover le mode de fonctionnement de l'Union pour aller plus vite. On n'a pas toujours bien identifié en Europe ce qui va être stratégique demain. Et ça conduit d'une certaine façon à un grand saupoudrage des moyens. Tout le monde sait qu'il faut créer des pôles de compétitivité prioritaires, mais encore faut-il que ces pôles soient de dimension européenne et qu'il n'y ait pas une espèce de duplication entre ce qui peut être fait de façon astucieuse par tel ou tel pays. Il faut soutenir le développement de champions et il faut essayer de se rapprocher de ce qu'à une certaine époque le Japon avait très bien fait en mettant les entrepreneurs et les fonctionnaires autour de la table pour travailler de façon concertée. Troisième thème, tout ce qui a trait aux infrastructures. On part d'une situation qui n'est pas défavorable, mais il y a beaucoup de trous dans le dispositif européen. Finir tout ce qui doit être fait en matière d'énergie, de transport, privilégier les partenariats publics-privés, harmoniser les standards. Quatrième recommandation de politique plus volontariste en matière d'énergie et d'environnement. Les choses ont été entamées, mais on peut aller beaucoup plus loin en matière de libéralisation du secteur de l'énergie, en matière d'expansion des éco-industries, en matière de promotion à l'échelle européenne de tous les bâtiments les plus économes. Et puis un dernier point sur les règles de la concurrence. Nos interlocuteurs développent des points de vue nuancés sur ce sujet. Ils disent que le cadre qui existe est intéressant. Pour autant, il faudrait peut-être être un peu plus nuancé dans l'application d'un certain nombre de ces éléments de doctrine, de réfléchir aux implications que ça a par rapport aux grandes entreprises qui ne peuvent pas éventuellement se créer, et la nécessité d'avoir à l'échelle de notre continent des champions comme les États-Unis ou le Japon ont pu se les doter. Il y a un grand sentiment de frustration sur la façon dont les institutions européennes fonctionnent aujourd'hui, et le sentiment que dans le challenge considérable que pose la crise aujourd'hui, il est absolument indispensable de changer la façon dont fonctionne l'Europe. J'ai travaillé depuis un an sur ces sujets dans le cadre d'une mission qui m'a été confiée par Christine Lagarde et Xavier Bertrand sur l'avenir de la stratégie de Lisbonne. C'est à date d'aujourd'hui le seul document de référence sur l'après-Lisbonne. Nous avons en plus obtenu du Conseil européen de mars 2008, qui est le Conseil européen qui s'occupe de la stratégie de Lisbonne tous les ans, qu'il lance officiellement la réflexion sur l'après-Lisbonne. Et donc il y a un mandat qui a été donné aux 27 États membres et à la Commission de lancer d'ores et déjà la réflexion sur l'après-Lisbonne. Lisbonne se veut aujourd'hui la réponse de l'Europe à la mondialisation, mais Lisbonne nous a paru insuffisant pour trois raisons. D'abord, la sous-performance donc, qui est reflétée dans votre étude, qui est confirmée dans votre étude. Deuxièmement, le fait que depuis 2000, depuis le lancement de la stratégie de Lisbonne, le monde a énormément changé et l'Union européenne elle-même a énormément changé, ne serait-ce qu'avec l'élargissement. On est passé de 15 à 27, il y a une très forte hétérogénéité aujourd'hui qui rend la gouvernance beaucoup plus difficile.
Il y a eu le vieillissement qui est aujourd'hui à nos portes, enfin toute une série de changements, et la stratégie de Lisbonne ne s'est pas suffisamment adaptée. Et troisième grande carence, et ça c'est beaucoup moins, ça c'est beaucoup moins apparent dans ce que vous ont dit les dirigeants d'entreprise, la stratégie de Lisbonne c'est uniquement une stratégie d'adaptation des économies et des sociétés européennes à la mondialisation. C'est une stratégie de réforme structurelle interne à l'Union européenne. Ça n'est pas du tout une stratégie qui cherche à influencer la mondialisation. Or, l'Europe a tout à fait les moyens, et elle a même le devoir, on le voit avec la crise aujourd'hui, d'essayer d'influencer la mondialisation. Donc nous avons, à partir de là, dessiné une stratégie post-Lisbonne, que nous avons appelée donc Euromonde 2015, qui s'articule sur deux volets. Un volet interne, que nous avons appelé Lisbonne Plus, donc qui s'inscrit dans la continuité du Lisbonne actuel, mais avec un recentrage, et là on retrouve les thèmes de votre étude, c'est un recentrage sur le cœur de métier qui était l'économie de la connaissance, donc le triangle enseignement supérieur, recherche et innovation, qui également valorise le capital humain et qui s'appuie également sur le moteur de l'environnement de la croissance verte. À côté de ça, un volet externe, fondé non pas sur de la coordination de réformes nationales, mais sur des politiques communes, politiques européennes communes. Alors il y a des politiques communes qui existent, évidemment, la politique commerciale commune, la politique agricole commune, la dimension internationale du marché unique, tout ça, ça existe, mais il nous faut également mettre en œuvre des politiques communes nouvelles sur le plan extérieur. Alors, une diplomatie énergétique. L'Europe est la seule grande puissance économique qui n'ait pas de diplomatie énergétique. Une diplomatie environnementale, donc là-dessus on est plutôt en avance. Une stratégie normative internationale, les normes c'est très important, on le voit avec les normes comptables aujourd'hui, mais il y a toutes sortes d'autres normes. Une politique européenne d'immigration, là aussi, l'Europe va avoir besoin d'immigration, c'est reflété également dans votre étude, mais il faut pour ça alors, la présidence française est parvenue à conclure un pacte européen pour l'immigration, mais il faut aller au-delà. Et puis, nous avons également préconisé un instrument communautaire de surveillance des investissements des investissements extra-communautaires dans les secteurs sensibles, comme en ont, là encore, toutes les grandes puissances économiques, au premier rang desquelles les États-Unis. Et donc, c'est la réunion de ce volet interne Lisbonne Plus et de ce volet externe que nous avons appelé donc une stratégie européenne pour la mondialisation. Nous lui avons donné un nom et un objectif 2015 pour montrer qu'il faut hâter le pas. On ne peut pas repartir pour 10 ans. Les initiatives ne sont à aucun moment venues de la Commission. C'est une usine à fabriquer des projets de loi et une usine à consensus. Alors évidemment, dans une situation de crise, la fabrication des consensus ne fonctionne pas et surtout est complètement inadaptée en termes de délai d'action. On est dans un système comme si l'Europe en fait avait envie de se faire aimer, des Européens, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont un problème de popularité, et qu'on cherche des choses très concrètes et qu'on a perdu la vision. On voit bien que l'Europe à 27 est bloquée, qu'elle avance peu, difficilement, qu'elle est aujourd'hui le fait d'intérêts contradictoires est tellement contradictoire qu'elle conduit à l'immobilisme, et avec une organisation européenne qui fonctionne sur elle-même au lieu de fonctionner sur la définition du futur. Le premier commentaire directement issu effectivement des travaux qu'on a réalisés depuis 2 ans auprès des PME, qui a permis de constater un vrai goulot d'étranglement au niveau du financement des PME et plus particulièrement des PME innovantes, c'est-à-dire celles qui feront la croissance de demain. Aux États-Unis, un quart des grands groupes actuels étaient des PME il y a 25 ans. En Europe, c'est 10% et en France, 1%. Donc, si vous voulez, les Yahoo, Google, Cisco d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 25 ans. L'Europe pourrait jouer un rôle dans ce domaine par quatre leviers.